La Centrafrique, c'est notre premier sujet. Les experts onusiens accusent les paramilitaires russes d'exaction. Nous parlerons ensuite de la Côte d'Ivoire. Gbagbo et Blé Goudé libres se posent maintenant l'équation de leur retour vers Abidjan. En RDC, les dépenses de l'exécutif plombent les maigres finances publiques selon une alerte des ONG. Et puis le Togo, les prérogatives du médiateur de la République. Voilà pour le menu de ce vendredi. On va finir avec les notes traditionnelles de chaque vendredi autour du plateau pour faire ce débat avec nous ce soir. Chris Sega, directeur de publication d'Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher, bonsoir à mes collègues qui sont avec nous sur le plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Face à vous, Germain Pouli, Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis Louis Kamako de République de TogoBreakingNews.net. Moi je suis pas très bien concentré ce soir. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aux confrères doyens présents autour de la table. Merci beaucoup. Il y a des jours comme ça. Après une semaine, on peut perdre un peu la concentration. Oui, c'est vrai. La Centrafrique, on commence par là. Un groupe d'experts des Nations Unies s'est inquiété mercredi d'informations faisant état de graves violations des droits humains par des paramilitaires russes combattant contre la rébellion aux côtés des forces armées centrafricaines. Les experts ont reçu et continuent de recevoir des rapports faisant état de graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international imputables aux militaires privés opérant conjointement avec les forces armées centrafricaines, les FACAM, et dans certains cas avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies. C'est ce qu'affirme un membre de ce groupe d'experts de l'ONU dans un communiqué diffusé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Chris Sega, ce genre de rapport qui pointe ici les exactions qui auraient été commises par des forces russes, est-ce qu'on peut estimer qu'on est dans du réel ou bien dans une sorte de... On n'aime pas beaucoup la présence russe, donc on veut les accabler d'accusations? Bon, est-ce qu'on va dire que c'est des faits qui sont supposés pour accabler les forces russes? Parce qu'il faut que ces faits-là soient établis, j'espère qu'ils sont établis, parce qu'on n'est pas sur le sujet, donc on n'est pas sur le terrain, donc on ne peut que faire confiance à ceux qui sont allés sur le terrain et qui décrivent. Mais généralement, vous savez, ces faits-là sont toujours un peu fondés, à défaut d'être totalement fondés. Il y a toujours une partie de ces faits-là qui sont fondés, et c'est de là que part la polémique, justement. Et donc, j'estime qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu sans... Ou bien, comment ça se dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, mais au-delà de cela, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut s'y attendre. Parce que nous sommes là, en Centrafrique, dans une guerre pratiquement asymétrique. C'est vrai que parfois, certains groupes, certains rebelles portent des tenues, mais généralement, il y a d'autres qui tiennent les armes, mais qui ne sont pas en tenue, qui se confondent avec les populations. Vous ne savez pas qui est qui. Et généralement, dans ces guerres-là, comme les Américains l'ont vécu, par exemple, au Vietnam par le passé, comme les Russes eux-mêmes l'ont vécu dans le pays, j'oublie le nom, je vais en reparler par la suite. Les Russes l'ont vécu aussi dans leur campagne de colonisation. Les Américains l'ont vécu, les Français l'ont vécu en Indochine, et aujourd'hui, ils le vivent aussi maintenant dans le Sahel. C'est-à-dire, vous êtes en face des gens que vous combattez, mais que vous ne pouvez pas identifier clairement. Et puis, lorsque vous vous installez dans la durée, dans cette guerre-là, vous avez les nerfs à chaud à un moment donné, c'est-à-dire que vous n'avez plus la lucidité qu'il faut, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre classique avec des règles classiques, mais vous êtes dans une guerre, sur un terrain des opérations armées où ceux qui sont en face de vous ne pratiquent pas les règles de la guerre classique, et il n'y a que vous, en tant que force régulière, force professionnelle, qui doivent pratiquer ces règles-là. Donc, à un moment donné,
les gens, on se dit qu'il faut utiliser les mêmes armes contre ceux que vous avez en face. Oui. Et les mêmes armes, ce ne sont pas les armes conventionnelles, mais parfois les armes qui sont en dehors du conventionnel. Et je crois que généralement, lorsque nous sommes sur un terrain de combat comme celui-là qu'on observe actuellement en Centrafrique, on doit s'attendre que ces situations-là arrivent, c'est-à-dire les situations où il y a dérapage parce que les gens ont les nerfs finalement à fleur de peau, parce qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de lire l'intention de l'ennemi, de lire même la forme de l'ennemi, d'identifier l'ennemi. Donc on a tendance à un moment donné d'aller au dérapage. Je crois que c'est de ça qu'il est question en Centrafrique, mais je crois que sur le sujet, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Ici, quand même, Germain, selon le groupe des experts de l'ONU qui a travaillé sur la question, on parle d'exécution sommaire massive, de détention arbitraire, de torture pendant des interrogatoires, de disparition forcée, de déplacement de populations civiles. Bref, des accusations, j'allais dire, très graves. Hein. Oui, il s'agit d'accusations très graves, ce qui a fait réagir l'ambassadeur russe dans ce pays, qui a dit qu'il n'en est pas, il n'y a pas ce genre donc de violation, et que les forces paramilitaires russes qui sont là, ce sont des anciens soldats russes, des anciens officiers, qui sont là en tant qu'instructeurs, en tant que formateurs, certains donc à la tête d'agences de sécurité privée, et donc ils travaillent aux côtés du gouvernement centrafricain. Le plus grave, c'est que le rapport relève que ces paramilitaires russes travaillent aussi avec la mission des Nations Unies, donc en Centrafrique, la MINUSCA, et qu'ils auraient même tenu des réunions ensemble et qu'ils auraient mené des opérations ensemble. Et donc, là aussi, il y a une réaction pas tout à fait officielle de la MINUSCA qui dit qu'il n'en est rien. Mais la réalité, c'est que à la veille donc, de l'élection de décembre, il y a une partie des forces rebelles qui sont sorties un peu de cet accord de Khartoum pour former une coalition des patriotes pour le changement, et donc qui ont repris la guerre pour empêcher la réélection de Touadéra, ce qui a continué donc avec l'occupation de certaines villes. Et il fallait que le gouvernement réagisse pour faire régner son autorité sur une bonne partie du pays, ce qui a été fait avec le soutien de l'armée rwandaise, avec le soutien de la MINUSCA et puis des paramilitaires russes qui sont très actifs là-bas, parce que l'armée centrafricaine à un moment n'existait pas, elle n'est pas bien formée, elle est sous-équipée. Et quand les Occidentaux donc, ont imposé cet embargo-là, il a fallu les Russes pour essayer de recomposer cette armée-là, de la former. Donc c'est un peu le rôle que se fixent les Russes donc, dans ce pays, même si on pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Il y a des sociétés donc, qui sont dans l'exploitation des mines, qui agissent aussi aux côtés de ces paramilitaires-là. Donc ce rapport vient à la fois accuser les Russes et la mission de l'ONU donc pour ces exactions, mais je pense aussi que le rapport n'est pas définitif, parce que c'est le premier jet de ce rapport qui est rédigé. Ils doivent l'envoyer aux partis qui sont mis en cause pour que ceux-ci fassent leurs observations avant l'adoption d'un rapport définitif. Et donc, je crois que c'est un peu ce que l'ambassadeur russe a commencé, en disant que les experts russes qui sont en Centrafrique ne se mêlent pas des combats et ne réagissent que si ils sont attaqués. Et donc, réfutent un peu toutes les violations. Donc, on reproche à ces paramilitaires. Alors, tout ça montre finalement, en tout cas si on doit prendre le rapport au mot, que la présence russe, j'ai envie de dire, sur le terrain, n'est pas si différente des rebelles, parce qu'ils font la même chose aussi, ces rebelles. Les Russes jouent sur le même terrain que les rebelles, c'est un peu ce que disait peut-être Chris en début. Oui, si ça s'avérait, parce que jusque-là, tout ce qu'on dit doit être pris avec des gants
parce que ce ne sont que des rapports. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous-même, vous avez utilisé le conditionnel. Ça veut dire que ça reste toujours à vérifier. Mais si c'est le cas, je pense que, comme tu l'as dit, il y a une confusion. Et c'est-à-dire que les Russes, encore les paramilitaires russes, ne font pas bien le boulot pour lequel ils sont là. Ils sont là, c'est pour protéger le civil, en fait. C'est pour protéger les civils centrafricains. Mais quand vous voyez aujourd'hui que les exactions telles que vous venez de les décrire, on s'en souvient qu'en décembre dernier, ils ont peut-être mis le feu, ils ont ouvert le feu sur un véhicule qui, juste parce qu'il avait refusé un contrôle au poste de péage ou bien de douane, je crois. Mais ce qui est normal. Oui, mais ça dit que ça fait partie malheureusement des faits dont on les accuse maintenant. C'est-à-dire quand vous êtes là, c'est pour protéger les civils. Mais au même moment, on se demande, est-ce que cette façon d'attaquer, cette façon de critiquer aujourd'hui les Russes ne nous donne pas, ou bien ne donne pas raison à ceux qui pensent que les Russes ne sont plus les bien-aimés, ou bien les Russes ne sont plus en odeur de sainteté en Centrafrique. C'est vrai que leur présence là-bas, beaucoup l'ont dit, ça a des intérêts. Derrière, il y a des intérêts cachés. Mais ils sont là également, ils rendent service au régime centrafricain, parce qu'ils sont là, ils soutiennent le régime. Sinon, le régime aurait pu basculer depuis. Mais derrière, il y a d'autres pays qui combattent justement ce pays dont le sous-sol est très riche. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Le rapport tel que vient de publier reste toujours encore à vérifier. Comme je le disais, si c'est vérifié, ça veut dire que les paramilitaires sont dans de beaux draps. Mais ça montre quand même que les Russes sont comme un peu en territoire conquis. Ils font finalement ce qu'ils veulent, si on doit en croire ce rapport. Mais c'est-à-dire c'est trop facile d'aller à ce jugement-là parce que vous savez, nous sommes en zone de guerre. Et lorsque, par exemple, on vous donne... Bien entendu, je ne crois pas que les paramilitaires russes aient refusé le droit à ceux qui sont dans l'humanitaire d'aller sur le terrain, comme cela se passe, par exemple, entre-temps en Éthiopie, où les gens n'ont pas accès aux zones rebelles. Là, cela s'est passé récemment en Éthiopie. Mais ici, c'est que c'est trop facile de se gargariser en face de ces situations ou bien de faire un chou gras de la situation. Comme quoi les Russes, les forces paramilitaires russes donnent dans le dérapage. Parce que vous savez, là, il faut dire qu'au départ, ce sont les soldats français qui étaient en poste là, qui en principe devraient faire en sorte qu'il n'y ait pas des attaques de rebelles, mais vous vous rappelez très bien que la guerre est arrivée quand même dans la capitale centrafricaine et on a pu, de ces forces-là, françaises-là, n'ont rien pu faire. Et après, on s'est rendu compte, on s'est posé la question à un moment donné, quelle est l'utilité même de la présence de la présence française là? Et je crois que c'est parce que les Français ont justement échoué et que les forces onusiennes même qui étaient sur zone ont échoué que finalement les Russes sont arrivés pour prendre la situation en main. Et puis ce n'est pas une situation facile. Aujourd'hui, on les accuse de tout, mais il faut être sur le terrain pour voir si la guerre là pouvait être facile. Moi, je le disais tout à l'heure que c'est une guerre asymétrique où l'identité du rebelle en face ou bien de celui qui tient l'arme en face n'est pas établie. Mais là, c'est que ce qui peut jouer parfois, lorsque, confrère dit tout à l'heure que les Russes récemment ont tiré, ces forces paramilitaires ont tiré sur une voiture qui refusait de se faire contrôler à un pot de checkpoint. Je crois que c'est lorsque vous êtes dans une zone de guerre, il y a des postes de contrôle, vous refusez de vous faire contrôler, ça voudra dire quoi? C'est que vous tentez d'échapper et ce qui est à l'intérieur de ces voitures-là, on ne sait pas. Donc il faut coûte que coûte arrêter cette voiture. On l'arrête comment? Je crois qu'il faut que les gens soient conscients pour savoir que ceux qui sont là, c'est pour les protéger. Ils doivent faciliter le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain en concourant à l'installation du système de contrôle ou du système de surveillance. Mais si tel n'est pas le cas, on va se dire, les gens qui sont allés là pour exposer leur vie,
les Russes disent que ce n'est pas des éléments d'une force régulière. Il est vrai que les Centrafricains eux-mêmes, le gouvernement, l'autorité centrafricaine a pactisé un peu avec certains mercenaires, parce que c'est en tout cas eux qui les ont fait venir là. Des gens dont on connaît les faits d'armes déjà dans différentes guerres à travers le monde, qui sont arrivés là-bas pour prêter main forte à l'autorité centrale centrafricaine. Ces gens-là qui viennent là-bas sans doute pour tirer dividende du travail qu'ils accomplit sur le terrain, il faut bien qu'ils vivent pour tirer profit de ce qu'ils ont amassé comme sous sur le sol centrafricain. Ils veulent retourner quand même chez eux. Donc, face à face, parfois, c'est la peur aussi qui les insiste à ouvrir le feu, parce que quand vous ne tirez pas le premier, c'est celui qui est en face de vous qui vous tire dessus. Ce n'est pas un jeu de guerre, mais c'est une guerre réelle. Et il faut que les gens prennent la chose comme ainsi. Lorsque vous êtes sur ce terrain d'opération, c'est peut-être parfois celui qui tire le plus vite qui est en vie. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de complètement dédouaner ces Russes-là. Ce n'est pas ce que je dis, mais il faut que parfois les rebelles, parce que vous savez, en Centrafrique, il y a plus de 7 groupes rebelles. Quand les Centrafricains eux-mêmes ils se comportent comme ça, est-ce qu'ils veulent construire Centrafrique? Est-ce qu'ils ont envie de construire une Centrafricaine où la paix règne, ou une Centrafrique qui puisse s'occuper de son développement? Et quand il y a 7, 8, 9 groupes rebelles, qu'est-ce que ces rebelles la cherchent? Il faut peut-être un Rambo qui vienne, qui en impose à tout le monde. Mais parfois, il faut chercher à comprendre ce qui fait que parfois, on parle de dérapage. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je ne soutiens pas ce dérapage, mais je suis en train d'exposer les conditions dans lesquelles ces dérapages-là peuvent survenir. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous êtes en vrai, pas dans un jeu de vidéo, et que c'est la guerre réelle, je crois que les commentaires que nous faisons souvent sont peut-être des commentaires un peu faciles, c'est ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, ce genre de rapport, qu'il soit vrai ou pas, ça doit amener le pouvoir centrafricain peut-être à diligenter une enquête pour connaître le comportement de son allié russe sur le terrain. Oui, en principe, je crois que ça doit être la réaction du gouvernement. Mais je pense en même temps qu'on ne va pas attendre grand-chose de ce gouvernement, parce que c'est ce même gouvernement qui a appelé les Russes à intervenir à partir du moment où les Européens et autres, la France en l'occurrence, a quitté le terrain. Et donc, le pays avait besoin de sécurité. Et Chris Sega le disait, il y a plus de 20 groupes rebelles, donc au moins 13 qui ont signé l'accord de Khartoum. Et donc, ces rebelles-là aussi, il y a des étrangers aussi dans ce groupe, des mercenaires, donc qui sont recrutés pour semer du désordre dans le pays, pour faire main basse sur les richesses des zones qu'ils occupent, parce que les rebelles occupent pratiquement les 2 tiers, occupaient les 2 tiers donc, du pays. Ils font aussi, ils volent le bétail et tout cela. Donc, c'est des rebelles qui font du mal au pays. Les Russes viennent, et on reproche aussi aux Russes de ne pas être très respectueux donc des droits de l'homme. Je pense que c'est ce que le rapport veut dire. Donc, les autorités centrafricaines devraient réagir, mais moi, je ne m'attends pas à grand-chose, parce que c'est un gouvernement qui est en difficulté sur le plan sécuritaire. Et le seul aujourd'hui qui leur donne une formation militaire qui leur permet de se réarmer et d'avoir le contrôle sécuritaire du pays, ou du moins d'une bonne partie du pays, ce sont les Russes. Alors, vous avez les Nations Unies, qui a une force de plus de 11 500 membres. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Et eux aussi sont victimes des attaques donc, de ces rebelles. Voilà pourquoi, même dans ce rapport, on semble montrer que les Russes et les Nations Unies travaillent ensemble par moment, ce que les Nations Unies dénient, mais comme l'expliquait un peu Chris, c'est que la situation impose un peu à ces missions des Nations Unies de voir la réalité en face. Vous avez l'exemple du Mali, par exemple, où des soldats togolais se font tuer. Alors, on vous envoie en mission, on vous interdit d'attaquer. Interdit de tuer. Ici, on parle d'exécution sommaire et tout. C'est intéressant, et je vais juste annoncer la première pause et on revient là-dessus.